Bonjour, je m'appelle Laure Kochnek, donc moi je suis sophrologue et de formation initiale monitrice éducatrice. Je suis également une maman de deux jeunes enfants qui ont 5 et 3 ans. Alors, je tiens à préciser que moi je ne suis pas formée en communication non violente ni en parentalité positive. Je lis énormément sur le sujet, mais les apports que je vais vous apporter aujourd'hui, ce de quoi je vais vous parler, ça vient aussi du coup de mes formations en éducation spécialisée, et puis la partie vraiment gestion des émotions vient de ma formation en sophrologie. Alors la conférence et puis les ateliers qui suivront, ça va vraiment permettre de vous apporter quelques éléments de réponse face aux émotions de vos enfants, et notamment en général la colère c'est celle qui peut poser le plus questions quand on est parent, comment on réagit, comment on fait face. Mais ça n'enlèvera pas ni la frustration ni les colères chez vos enfants. Il n'y a pas de recette magique, ils continueront toujours à en faire. L'idée c'est juste que vous puissiez un petit peu mieux les comprendre pour mieux les accompagner, et puis leur apporter peut-être des solutions pour éviter certaines frustrations qui engendrent après certaines colères. Donc cette conférence est une première étape qui vous donnera des éléments de base, et vraiment on pourra les approfondir lors de l'atelier qui suivra avec vos questions, et puis aussi avec des outils très pratiques qui seront mis en place, des ateliers, des jeux, et j'emmènerai encore d'autres outils que ceux que je vais vous présenter aujourd'hui. Déjà, rassurez-vous, selon Freud, éduquer est un métier impossible. La première chose quand vous êtes parent, c'est d'essayer déjà de vous refaire confiance. Reconnectez-vous aussi à votre instinct, à ce qui vous paraît juste. Vous allez forcément parfois faire des erreurs, forcément des fois vous réagirez pas forcément de la bonne manière. Essayez d'être indulgent avec vous-même, puisque cette propre bienveillance que vous aurez envers vous, c'est celle-ci aussi que vous allez pouvoir après inculquer à vos enfants. Si vous n'êtes pas bienveillant avec vous-même, si vous êtes très exigeant dans ce rôle et dans cette envie de faire parfaitement, ça peut aussi montrer aux enfants un degré à atteindre très important et leur mettre la pression. Donc déjà, la première chose est de pouvoir vous vivre ces éducations et ces moments de manière plus sereine pour vous. L'idée, c'est que vous faites de votre mieux. Et que toutes les actions éducatives que vous allez essayer de poser, si vous savez pourquoi vous le faites, si vous savez pourquoi vous réagissez de telle ou telle manière, pourquoi vous posez tel ou tel acte, c'est ça qui est important, parce que vous allez pouvoir l'expliquer à votre enfant, soit sur le moment, soit quand il sera plus grand aussi. Il y a des choses que les enfants, quand on met en place des fois certaines activités, les enfants ne comprennent pas forcément sur le moment pourquoi on réagit comme ça. Mais quand ils seront adolescents, adultes, on pourra leur expliquer aussi pourquoi vous avez mis en place ces choses-là. Et l'idée, c'est d'après de pouvoir communiquer avec lui sur votre éducation, sur pourquoi vous avez fait les choses. Si vous avez une idée derrière, même si finalement elle ne correspondait pas forcément à votre enfant, si vous arrivez à les expliquer, vous pourrez après, quand ils seront plus grands aussi, apaiser certaines tensions. Alors, dans cette conférence, je vais d'abord aborder de manière assez globale ce qu'est une émotion. Ensuite, je m'intéresserai un peu plus au développement émotionnel de l'enfant pour que vous puissiez aussi comprendre comment l'enfant se développe, comment il est amené aussi à contrôler lui-même après ses émotions. Et puis en dernière partie, je vous proposerai quelques outils très pratico-pratiques que je vous invite à mettre en place s'ils correspondent aussi à votre mode de fonctionnement. Prenez ceux qui vous parlent. Et puis comme ça, on pourra vraiment aussi en reparler lors de l'atelier. Vous pourrez me faire vos remarques. On pourra aussi réajuster peut-être certains outils. Et ce sera assez intéressant. Alors, une émotion, selon Larousse, je me permets de vous relire la définition, c'est un trouble subi, une agitation passagère causée par un sentiment vif de peur, de surprise, de joie. Et c'est une réaction affective transitoire d'assez grande intensité, qui est habituellement provoquée par une stimulation venue de l'environnement. Ça, c'est la définition très classique du Larousse qu'on retrouve dans les dictionnaires. Alors, en fait, ce qu'il faut déjà bien comprendre, c'est que dans le langage courant, on confond parfois émotion et sentiment. Une émotion, c'est vraiment une réaction physiologique à un événement extérieur. Et donc, elle va entraîner des manifestations physiques.
Vous allez pouvoir avoir, par exemple, des sueurs, vous allez avoir le rouge qui vous monte en joue, vous allez sentir votre cœur qui bat plus fort. Donc ça, ce sont des manifestations physiques liées à une émotion que vous êtes en train de ressentir. Et donc, comme c'est une réaction, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions. Elles ne sont pas positives, elles ne sont pas négatives. La colère est une réaction. Et donc, la colère n'est pas une émotion négative. Par contre, c'est vrai qu'on peut parler peut-être d'émotions agréables à vivre ou désagréables. Mais il faut essayer d'enlever le jugement de valeur qu'on peut poser sur une émotion. Il n'y a pas de jugement à avoir, c'est une réaction. Elle est là, elle arrive, et il faut juste la laisser passer. L'émotion, sa deuxième caractéristique, c'est qu'elle est très passagère. Elle dure vraiment un laps de temps très court. Et c'est ce qui va vraiment la différencier du sentiment qui, lui, va durer dans le temps. Bien sûr, c'est très lié, c'est-à-dire que les sentiments vont faire vivre des émotions et les émotions vont pouvoir générer aussi parfois des sentiments. L'émotion de l'amour, au début, c'est une sensation physique qui va après se développer et se transformer en un sentiment amoureux. A contrario, si on peut reprendre aussi l'exemple, par exemple, d'un enfant qui aurait peur d'un chien, il voit le chien, il a peur du chien, là on est dans l'émotion. Par contre, effectivement, cette peur du chien qu'il a vécue là sur le moment, elle va peut-être entraîner sur le long terme un sentiment de méfiance vis-à-vis des chiens. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que vraiment l'émotion, c'est quelque chose de très passager. Et donc vraiment c'est ce qui la différencie du sentiment, et c'est pour ça que des fois dans le langage courant on mélange un petit peu aussi les deux. Alors les émotions, à quoi elles servent? Elles sont très importantes car elles permettent de faire des choix dans votre vie, que ce soit les enfants ou les adultes. Une émotion, quand on connaît sa façon de fonctionner, quand on arrive à repérer les émotions qu'on peut avoir en nous quand on fait certains choix, ça va nous aider après justement aussi à les faire et aller vers les choix qui nous font plaisir, qui rendent des émotions agréables. On va plutôt éviter les émotions désagréables. Donc les émotions, elles sont vraiment très utiles pour faire des choix. Elles aident à se connaître, à mieux se comprendre et donc elles permettent aussi d'identifier nos besoins. Alors ça, on y reviendra un petit peu plus loin après sur les besoins et vous verrez à quel point c'est important de connaître aussi les besoins que nous avons. Et donc, comme elles nous permettent de se connaître, comme elles permettent aussi de comprendre notre fonctionnement, il est important de pouvoir les exprimer. Puisque, comme je vous le disais, les émotions, elles viennent de nos besoins. Et donc, c'est important que vous puissiez, ou que votre enfant, après, sache exprimer son émotion. Si vous réprimez vos émotions, à un moment donné, si vous les gardez en vous, si vous les taisez, ça risque de ressortir de manière beaucoup plus forte et on peut voir apparaître des douleurs au niveau de votre corps, des maux de dos, des maux de tête, et puis des fois après, de manière aussi un peu plus dommageable, on peut voir apparaître des maladies qui sont liées vraiment à une émotion refoulée. Donc, encore une fois, vraiment l'idée de cet atelier, l'idée de cette conférence, c'est que vous puissiez comprendre à quel point les émotions sont importantes et comment il va falloir aider votre enfant à réussir à les exprimer. Même la colère, mais par contre, comment l'exprimer de manière adaptée et socialement acceptable. Alors, notre corps est une machine très bien faite, il passe son temps à essayer de nous mettre dans un état émotionnel d'équilibre. C'est ce qu'on appelle aussi en médecine l'homéostasie, c'est-à-dire que vous avez des processus physiques, psychologiques, de manière très inconsciente, qui se produisent pour que vous soyez dans un état neutre, un état correct, un état de base, pour essayer de retrouver un certain équilibre. Alors forcément, quand une émotion vient, se pointe, ça arrive, eh bien ça perturbe cet équilibre. Et donc, votre corps, après on reverra, dans le processus émotionnel, il va essayer de retrouver l'équilibre de base que cette émotion est venue perturber. Alors comment ça se passe ?
on a en général trois cerveaux. On a le cerveau primitif, le cerveau reptilien. C'est celui qu'on garde depuis des millions d'années, depuis la naissance de l'humanité. Et ce cerveau-là, c'est celui qui est le plus développé à la naissance, d'ailleurs. C'est vraiment celui qui va gérer notre survie. Il est là pour nous protéger et il est là pour gérer nos instincts. C'est aussi lui qui va gérer vos fonctions vitales de base, respirer, le cœur qui bat, c'est ce cerveau-là qui le gère. On a ensuite le système limbique qui, lui, va aussi beaucoup, est très efficace dans le processus émotionnel. Et ensuite, vous avez le cortex avec le néocortex et puis le cortex préfrontal. Je pense que vous avez déjà entendu ces mots. Toute cette partie, c'est celui qui prend le plus de place et c'est celui qui va vraiment venir rationaliser. C'est la pensée logique et c'est celui qui vient comprendre, analyser. Donc quand une émotion arrive, on a notre cerveau limbique et notre cerveau et notre cortex qui vont essayer de travailler ensemble pour essayer de retrouver cet état d'équilibre. Alors parfois ce qui se passe, c'est que l'émotion elle est tellement forte qu'elle prend le dessus sur tout, et là c'est le reptilien qui entre en jeu, et vous pouvez avoir du coup des réactions complètement irrationnelles, et ça on le voit par exemple sur des réactions de peur. Il y a un feu qui se déclare chez vous, vous allez avoir tendance à aller vouloir sauver vos objets plutôt que d'appeler les pompiers. Donc là vous voyez bien qu'en fait c'est une réaction irrationnelle qui est liée en fait au fait que votre cerveau reptilien lui il a pris le dessus et que vous n'avez pas raisonné, Donc encore une fois, là encore, il faut pouvoir être indulgent avec ce qui se passe, puisque vous voyez que des émotions, quand elles sont fortes, elles peuvent entraîner aussi un petit peu une déconnexion de notre cerveau analytique. Et il faut pouvoir le prendre avec beaucoup de recul, et puis justement après essayer de comprendre, pour éviter de refaire ce type de réaction. Alors, au niveau des émotions aussi, un autre principe important, c'est que tous les chercheurs ne sont pas d'accord sur les émotions dites de base, primaires. Paul Ekman, qui est un psychologue américain, lui, il a travaillé pour essayer de reconnaître les émotions de base avec la reconnaissance faciale. Et lui, il a mis en exergue 6 émotions principales. On aurait la joie, la peur, la tristesse, le dégoût, la colère et la surprise. Quand on lit aussi, quand on se renseigne sur les émotions, on voit que certains auteurs, comme Goleman par exemple, peuvent rajouter la honte et l'amour dans le système des émotions. Moi je reprendrai plutôt dans cet atelier puis dans les conférences qui en suivront la définition de Paul Ekman. Donc avec 6 émotions de base. Alors, le processus émotionnel. Qu'est-ce qui se passe dans votre corps lorsqu'il y a une émotion? Il y a 5 étapes qui arrivent. C'est-à-dire que la première étape, c'est, comme je vous disais tout à l'heure, il y a un événement qui arrive, qui survient. Ça peut être un événement interne, si vous vous rappelez d'un souvenir par exemple, ou alors ça peut être un événement externe, une parole que vous aura dit votre compagnon, un événement très matériel qui arrive, une voiture qui passe devant vous et que vous n'aviez pas vu. Et donc cet événement-là, ensuite va être analysé. Deuxième étape, votre cerveau va analyser ce qui est en train de se passer. Et donc cette analyse, elle va dépendre aussi de tout votre vécu, de vos souvenirs, de votre culture, de votre héritage familial aussi, puisqu'il y a la culture de la société, mais il y a aussi peut-être la culture familiale. Et c'est ce qui va expliquer aussi que 2 personnes ne vont pas réagir de la même manière aussi face à une émotion. On a tous nos filtres qui sont liés aussi à notre histoire, à nos expériences passées. Et donc cette analyse émotionnelle, elle se fait en fonction aussi de nos filtres. Ensuite, il y a du coup ce processus physiologique qui vient en réaction à cette analyse et donc qui va entraîner des sensations physiques, l'augmentation des battements du cœur, une accélération de la respiration, des sueurs, une sensation peut-être d'inconfort, des rougeurs, enfin
Là encore, chacun va réagir un petit peu différemment, mais en tout cas, physiologiquement, dans votre corps, il y a des choses qui se passent en réaction à cet événement qui est arrivé. Il y a une quatrième étape qui est là une réaction du coup un petit peu pensée. Donc quand quelque chose arrive, vous avez tendance à réagir. Donc vous allez avoir une tendance à l'action. Si une voiture passe devant vous et que vous vouliez traverser sur le passage piéton, votre instinct de survie va faire que vous reculez. Donc ça, voilà, c'est cette étape. Et puis ensuite, il va y avoir aussi une réponse de votre corps à cette sensation d'émotionnel. La voiture qui passe, au début ça vous surprend et puis après vous avez peur et puis là du coup vous sentez peut-être aussi comme une sensation de lourdeur ou qui vous aura un peu vraiment mis mal. Et ensuite, du coup, ça va créer après un sentiment. Peut-être que dans les semaines à venir, vous allez plutôt regarder et puis être plus attentif, vraiment faire plus attention parce que cette peur, elle aurait été ancrée dans votre mémoire. Et puis du coup, ensuite, elle viendra à nouveau, ce souvenir-là fera partie, dans les prochains événements, elle fera partie de l'analyse émotionnelle de votre cerveau. Et enfin, la cinquième étape de l'émotion, c'est que du coup, votre corps, comme je vous le disais, il va essayer de réguler cette émotion pour revenir à un état d'équilibre. On peut avoir aussi, dans ces cas-là, apparaître des pleurs ou des rires qui vont permettre au corps de lâcher ce surplus, de lâcher cette tension pour pouvoir revenir après à un état plus apaisé. On peut souvent aussi le sentir quand on a été très en colère, par exemple. Des fois, on a besoin de pouvoir s'isoler 5 minutes, re-respirer, attendre que son cœur se calme un petit peu avant de pouvoir revenir aussi à une réunion, par exemple, et puis de pouvoir être à nouveau disponible parce que la colère, elle aura pu peut-être envahir un petit peu vos pensées. Lorsqu'une émotion est passée, on a aussi des fois besoin de ce temps pour retrouver notre état d'équilibre. Ça peut passer par des exercices de respiration, et comme je vous disais, pleurer, rire, quelque chose en tout cas qui va venir évacuer la tension qu'on aura accumulée à l'intérieur de notre corps. Alors comment ça se passe chez l'enfant ? Déjà, vous savez probablement que lorsqu'un enfant naît, son cerveau est complètement immature, et notamment les parties du cortex préfrontal et le cerveau limbique. Ce qui fait qu'en fait, eux, ils n'ont pas du tout accès à cette analyse des émotions. C'est vraiment le reptilien qui prend le dessus. Et quand les enfants, quand les tout petits ressentent une émotion, ils la ressentent vraiment de manière extrêmement forte. Et ils ont besoin après de l'adulte qui va venir progressivement les aider à mettre des mots dessus, à comprendre ce qui se passe. Mais eux, ils ne peuvent pas le faire tout seuls. Alors, même si les émotions des enfants nous renvoient aussi à nos propres émotions, l'idée déjà principale, c'est d'essayer, vous, de garder au maximum votre calme par rapport à une émotion que va vivre l'enfant. Plus vous allez le vivre de manière calme, plus lui, ça va l'aider aussi à gérer après ses propres émotions de manière apaisée. Quand vous sentez que c'est plus possible pour vous, si vous avez la possibilité, vous passez le relais à votre mari, à une amie, à un frère, une sœur, à quelqu'un qui est là. Si vous sentez que vraiment vous n'arrivez plus là à gérer la colère de votre enfant ou ses pleurs parce que vous ne les comprenez plus et que vous êtes fatigué, que vous avez vécu une grosse journée, essayez de passer le relais à quelqu'un qui va pouvoir, lui, avoir un autre regard et puis être plus apaisé. Ce sera bien plus efficace. Et puis même pour vous, ça vous évitera de vous-même être dans un état émotionnel inconfortable. Le lien d'attachement des enfants vient aussi, et c'est un lien très fort qui se noue avec, en général, le père et la mère. Alors dans les livres, on prend souvent en compte l'attachement maternel, le lien maternel, parce que dans l'histoire, les mamans allaitaient, que c'était elles qui passaient le plus de temps avec les enfants. Aujourd'hui, on se rend compte que le lien paternel est aussi extrêmement important dans la figure d'attachement. Et plus le lien d'attachement va être fort, et plus vos enfants arriveront à réguler leurs émotions dans la vie une fois qu'ils seront
un peu plus grands et dans la vie d'adulte. Ils seront plus armés face à des situations qui sont difficiles à vivre. Alors, donc chez l'enfant, déjà, dans sa première année de vie, ce qui est important à savoir, c'est que du coup, lui, il va reconnaître les 6 émotions de base. Et du coup, plus on va venir le rassurer lorsqu'il va vivre une émotion, plus vous allez venir le câliner, et plus il sera aussi en capacité, plus tard, comme je vous disais, de pouvoir les réguler, parce que le docteur Catherine Guéguen, qui est une grande spécialiste de la discipline positive, a pu montrer l'importance des câlins et du maternage, puisque tous ces câlins vont provoquer chez l'enfant la production de différentes hormones, la dopamine, l'ocytocine, la sérotonine, qui sont en fait toutes des hormones du bonheur et qui vont permettre de réduire le stress. Alors, on dit souvent qu'il ne faut pas trop laisser un bébé pleurer, puisque, encore une fois, en fait, lui, comme c'est sa seule manière de s'exprimer, il ne peut pas faire autrement. Ça ne deviendra pas forcément un enfant capricieux si vous êtes très à l'écoute aussi de ce qu'il peut vivre et si vous pouvez le rassurer. Maintenant, encore une fois, c'est vous le parent. Reconnectez-vous aussi à votre instinct, parce que certains bébés aussi peuvent des fois pleurer énormément, ce n'est pas toujours évident. Et si c'est plus possible pour vous de le garder, d'essayer de le rassurer parce que vous sentez que la colère monte, encore une fois, passez le relais ou mettez-le à l'abri dans son lit en lui expliquant, et puis en essayant de revenir quand vous serez apaisé, puisque les enfants sont des éponges émotionnelles. Donc si vous, de toute façon, vous ressentez de la colère, ça n'aidera pas forcément l'enfant à s'apaiser. Et puis après, par exemple, lorsque les enfants sont aussi fatigués, sachez que les pleurs sont aussi une manière pour eux de décharger tout ce qu'ils ont pu accumuler dans la journée, qu'ils ont besoin de cette phase pour pleurer, et que peut-être que aussi de pouvoir les mettre dans leur lit et de pouvoir revenir régulièrement, ils auront pu aussi lâcher. Si ça dure trop longtemps et que c'est trop compliqué pour vous de pouvoir le garder, remettez-le dans son lit, parce qu'en plus, des fois certains enfants quand même peuvent aussi avoir cette peur de s'endormir, parce qu'ils ne vont plus vous voir, ils ne vont plus entrer en connexion. Donc ils veulent rester éveillés, ils veulent rester dans vos bras, sauf qu'ils sont fatigués, donc ils pleurent et c'est un cercle vicieux. Donc ça, après, c'est aussi à vous en tant que parent d'essayer de repérer ça et d'être aussi en accord avec vos valeurs et avec qui vous êtes. Si vous pensez qu'à un moment donné, c'est important de pouvoir le laisser pleurer un petit peu, soyez aussi rassurés de ce niveau-là. Ça n'entraînera pas forcément chez votre enfant un traumatisme extrêmement profond. Donc déjà, dans sa première année, il reconnaît, comme je vous disais, les 6 émotions de base. Ensuite, vers 15 à 24 mois, l'enfant commence à reconnaître les émotions qu'on appelle mixtes, qui sont des émotions secondaires, qui sont l'association en fait de 2 émotions primaires. C'est un petit peu comme les couleurs, le bleu et le jaune peuvent donner du vert. Donc c'est le moment où l'enfant, entre 1 et 3 ans, commence à prendre conscience que c'est un être propre, un individu, qu'il est différent des autres, et donc on va voir apparaître des sentiments comme par exemple la jalousie, puisque pour être jaloux de quelqu'un, il faut avoir conscience déjà de son propre corps. Donc ça c'est important, ça apparaît entre 1 et 3 ans. À partir de 3 ans, il va commencer à intégrer les émotions qui vont nécessiter la compréhension des règles de vie. Puisque c'est aussi l'âge où on commence beaucoup les jeux de société, où ça peut arriver, et donc la compréhension des règles, des normes, va générer la compréhension de certaines émotions, comme la culpabilité, l'embarras, mais aussi la fierté. Et puis, à partir de cet âge-là aussi, l'enfant va comprendre qu'en modifiant son visage, il va pouvoir un petit peu duper l'adulte et puis modifier un peu une émotion. Alors, ils s'en font beaucoup un jeu à ce moment-là, et puis ils se rendent compte, en fait, ils ont observé que les émotions, ça avait une réaction sur le visage. Alors, eux, s'ils veulent faire croire qu'ils ont eu peur ou mal, eh ben, ils vont modifier un petit peu leur visage pour nous faire croire qu'ils ont peur ou mal. Il peut donc aussi duper un petit peu l'adulte sur ce qu'il ressent, mais en général, c'est quand même fait de manière assez ludique et pas avec un sentiment derrière de manipulation.
il vient tester, il vient voir, et comme la réaction de l'adulte va être appropriée, il peut aussi justement bien comprendre tout ce processus émotionnel aussi. Comme ils s'expriment mieux, à partir de 3 ans, on commence à mieux comprendre, ils ont un peu plus de vocabulaire. C'est aussi une période où on peut voir les colères un petit peu diminuer, parce que l'enfant va pouvoir poser un petit peu des mots sur ce qu'il ressent. Mais par contre, des fois, comme le vocabulaire n'est pas encore plein, entier, vous pouvez avoir quelques petits pleurs parce qu'en fait, l'enfant voudrait dire quelque chose mais n'arrive pas à trouver les mots adaptés. Alors, une étape très importante dans tout le développement de l'enfant, et ça vous pouvez le faire très tôt, c'est finalement de venir vous poser des mots sur ce que va ressentir l'enfant. Plus vous allez poser des mots sur ce que l'enfant est en train de vivre, plus l'enfant va pouvoir intégrer aussi ses ressentis comme étant par exemple de la colère, ou ses ressentis comme étant de la peur, et pourra lui après pouvoir dire, lorsqu'il ressentira à nouveau ses sensations physiques, pourra vous dire « Ah là j'ai eu peur, ah là je suis en colère, ah là j'ai eu mal ». Alors par exemple, on peut le voir aussi quand les enfants tombent. Quand les enfants tombent, des fois il y a des pleurs qui arrivent, et l'idée c'est de pouvoir leur dire et de les questionner sur est-ce que tu t'es fait mal ou est-ce que tu as eu peur. Parce que les pleurs peuvent aussi venir en fait du fait que l'enfant, en tombant, s'est fait peur, et pas forcément, effectivement, ils ne se sont pas toujours fait mal, mais les pleurs ne signifient pas nécessairement la douleur. Ils peuvent aussi venir montrer un sentiment de peur parce qu'il n'a pas anticipé et du coup il a eu peur de se faire mal, ou alors peut-être, encore une fois, des fois s'il y a des moqueries de la part des autres autour qui arrivent quand l'enfant tombe, peut-être qu'il a honte, et plus vous allez vous le questionner, et plus lui aussi, à nouveau, ça pourra l'aider quand il sera plus grand à pouvoir vous dire ah bah effectivement là je pleure mais parce que je me suis fait peur. Non, je me suis pas fait mal, mais je me suis fait peur. Et ça, c'est des techniques qui sont vraiment très efficaces parce que vraiment, plus vous le faites de bonne heure, et plus vous leur dites aussi bah, là t'es tombé sur ta couche, je pense que tu t'es peut-être plus fait peur. Et plus vous le faites, et plus eux, ça les aidera à pouvoir verbaliser ce qu'ils ressentent. C'est vraiment déjà quelque chose de très important que vous puissiez faire tout ce travail-là au quotidien. Ça les aidera beaucoup. À partir de 5 ans, l'enfant il va pouvoir commencer à exprimer les émotions qui le perturbent lui-même. Et il comprend aussi un petit peu mieux d'où elles viennent, leurs causes, et donc il peut mieux aussi expliquer les situations. À partir de 6-7 ans, l'enfant rentre dans ce qu'on appelle la période de latence, où là il sort un petit peu de sa propre personnalité, il va venir vraiment découvrir le monde, il est très friand d'apprentissage, le lien amical est très important à ce moment-là, et comme il a déjà emmagasiné pas mal d'expériences, un certain vécu, il va pouvoir maintenant, à partir de 6-7 ans, commencer à déduire ce que ressent l'autre. C'est-à-dire qu'avant, il pouvait voir des manifestations corporelles, donc il pouvait un petit peu deviner, mais là, il va pouvoir maintenant vraiment déduire ce que peut ressentir l'autre, ou déduire que si l'autre est dans une telle situation, il pourra ressentir de la peur, par exemple, ou de la joie. Et cette déduction, là, avant, il n'était pas forcément en état de le faire, et vraiment à partir de 6-7 ans, là, il va prendre conscience de tout ça. Et puis, en tant qu'adulte, nous, à partir de ce moment-là, on peut vraiment commencer à le faire réfléchir sur ses comportements, sur les solutions aussi qu'on peut trouver quand il y a des conflits. Et donc, ça commence aussi à être intéressant, puisque là, le cortex commence vraiment à bien se développer, et donc il peut y avoir aussi beaucoup plus d'analyse de la part des enfants. À partir de 10 ans, l'enfant, lui, il aime bien exprimer ses émotions aussi avec ses amis proches, et puis il arrive plus facilement à contenir ses propres émotions, c'est beaucoup moins théâtralisé, c'est beaucoup moins expansif, et ça peut être, elles peuvent être exprimées de manière un peu plus adaptée. Et donc, en fait, l'apprentissage de ses propres émotions, elle vient vraiment en lien aussi avec elle vient vraiment en lien avec ce que nous aussi on leur apporte.
C'est un apprentissage commun. Il apprend ses propres émotions, mais en voyant aussi comment les autres gèrent leurs propres émotions. Alors, du coup, la règle aussi pour aider ces enfants à mieux gérer ses émotions, c'est de pouvoir vous regarder comment vous gérez vos propres émotions. Les enfants agissant en miroir, ils apprennent en observant. Ils vont, depuis la petite enfance, observer comment vous-même, vous réagissez dans les situations. Et donc si vous êtes quelqu'un qui avait tendance à vous mettre facilement en colère, à exprimer de manière très vive ce que vous ressentez, votre enfant probablement aura cette même façon de faire, puisqu'il aura pu la découvrir chez vous, et il pensera que c'est comme ça que les émotions doivent s'exprimer. Donc à nouveau, finalement, pour pouvoir aider l'enfant dans la compréhension de ses émotions, je vous invite aussi à faire un travail sur vous pour comprendre aussi vous, comment vous réagissez, essayez d'analyser dans telle situation, quelle émotion ça procure, et puis comment vous réagissez face à ça. Plus vous arriverez vous-même à être calme et à pouvoir exprimer même votre colère de manière assez apaisée, plus votre enfant ça l'aidera aussi à comprendre. Alors, l'émotion, comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, elle vient exprimer un besoin. Donc là, je vous ai mis un petit dessin pour schématiser un petit peu tout ça. Les bûches de bois pourraient représenter un petit peu les besoins non satisfaits. Ces besoins non satisfaits vont venir créer une frustration chez l'enfant, mais chez les adultes aussi. Et cette frustration, si on n'arrive pas à la maîtriser, elle peut provoquer de la colère. Donc l'eau va bouillir dans la bouteille, et lorsque cette colère elle est trop importante, là le bouchon explose et là on a un conflit. Donc l'idée, c'est d'essayer déjà de comprendre les besoins, puisque si vous arrivez à comprendre les besoins, nécessairement vous réduirez un petit peu les frustrations et donc par chaînage les colères et donc les conflits. L'idée n'est pas de dire oui à vos enfants tout le temps, ça je vous le réexpliquerai tout à l'heure, mais de pouvoir leur exprimer ah oui, là tu es en colère parce que tu n'as pas eu ce besoin, tu aurais voulu un 5e bonbon, je peux comprendre, mais non. Et donc ces besoins sont importants. Alors ils sont répertoriés souvent encore de nos jours avec la pyramide de Maslow. Donc cette pyramide elle est intéressante. Nous on va pas Maslow les avait hiérarchisés sur une théorie de la motivation. Donc nous là, même si on ne parle pas forcément de motivation, ce qui est intéressant dans cette pyramide, c'est de pouvoir voir en fait les différentes catégories de besoins que tout être humain a en soi. Donc la première de base, c'est que l'enfant et l'adulte a des besoins physiologiques à assoulir. Comme je vous disais, par exemple, les bébés, déjà, ils ont besoin de manger. Les pleurs arrivent souvent quand ils ont faim, qu'ils ont soif, qu'ils ont besoin d'être changés, qu'ils ont besoin de dormir. Et donc, ça, c'est la première catégorie de besoins qui peut après créer aussi des frustrations ou même des colères. Donc, l'idée, quand votre enfant commence à être un petit peu en colère, c'est d'essayer de comprendre à quel besoin ça peut correspondre. Est-ce que c'est le besoin du coup physiologique? Est-ce que c'est le besoin de sécurité? Le besoin de sécurité, ça peut être un besoin de sécurité physique, de se sentir entouré, de se sentir protégé dans sa maison, mais aussi de se sentir en sécurité psychologique. C'est-à-dire, pour qu'un enfant puisse être en sécurité psychologique, il a besoin de savoir, lui, un petit peu ce qui va pouvoir se passer dans sa journée et quelles vont être aussi vos propres réponses à ces actes. On y reviendra tout à l'heure. Dans l'environnement de l'enfant, c'est important que vous puissiez poser, lorsqu'il fait un acte, toujours un petit peu la même chose. Pour qu'il puisse, lui, anticiper votre réaction et puis qu'il puisse savoir si vous allez plutôt être content ou plutôt pas content. Mais ça, on y reviendra tout à l'heure. Les enfants, mais les adultes, puisque la pyramide des besoins, elle est valable aussi pour les adultes, ont tous besoin d'appartenance et d'amour. Donc c'est se sentir aimé par sa famille, mais aussi par ses amis, par ses collègues de travail quand on est adulte aussi, ou de se sentir apprécié. C'est aussi ce besoin d'appartenance, de pouvoir aussi se sentir accepté tel que l'on est, avec son caractère plein et entier, avec ses forces, mais aussi ses faiblesses.
de pouvoir être vraiment accepté pleinement, tel que l'on est. Il y a aussi le besoin d'estime de soi. Et ce besoin-là, c'est ce qui va développer plus tard, après, la confiance en soi. Donc c'est très important de pouvoir apprendre à votre enfant aussi à se respecter lui-même, bien évidemment à respecter les autres, mais ça, ce besoin d'estime viendra construire après la confiance en soi. Et enfin, du coup, il y a le besoin de réalisation de soi. Donc là, c'est vraiment le besoin d'épanouissement qui naît, lui, lorsqu'on respecte nos propres valeurs, nos propres ressources, et qui font qu'on est en accord aussi avec nous-mêmes. Lorsque vous faites quelque chose et que vous pensez profondément le contraire, en général, on n'est pas du tout sur le besoin de réalisation de soi. Donc, moi je vous parlerai là maintenant beaucoup un petit peu des colères, puisque c'est souvent l'émotion en fait qui, encore une fois, est un peu désagréable à vivre pour les parents. Et donc le principal, c'est d'essayer de comprendre d'où elle vient, quel besoin là n'a pas été assouvi, ce qui ne veut pas dire que comprendre la colère, c'est accepter la colère. Et ce qui ne veut pas dire non plus que si vous essayez de comprendre les besoins de votre enfant, vous lui direz oui à tout. C'est vraiment pas l'idée là de cette conférence ni des ateliers. Et si vous vous renseignez sur la pédagogie positive, sachez que c'est pas non plus l'idée, même si en pédagogie positive, souvent, on exprime qu'il faut éviter de dire non, puisque le cerveau ne prendrait pas en compte les négations dans nos phrases. Pour autant, c'est important quand même de pouvoir poser un cadre. Là, on y reviendra. Et donc, juste les comprendre, ça ne va pas éviter les colères, mais ça va par contre permettre à l'enfant de se sentir écouté. C'est-à-dire qu'il va vous demander un 3e épisode de sa série préférée, et vous dites, bah non, ça fait déjà une demi-heure que tu regardes la télé, là moi je trouve que c'est suffisant. Alors peut-être que ça va créer de la frustration chez l'enfant, effectivement, ça va peut-être créer de la colère, et là vous pouvez lui dire, ah oui, tu es en colère, je comprends, tu aurais voulu regarder un 3e épisode, c'est bien ça, est-ce que c'est bien ça qui te met en colère? Là, l'enfant peut vous dire oui, et là après vous allez pouvoir essayer d'expliquer aussi pourquoi vous avez dit que non. Ça ne va pas résoudre le problème. Peut-être qu'il continuera à faire sa colère, mais pour autant, vous aurez posé un cadre, mais il se sera quand même senti entendu dans sa demande. Donc n'hésitez pas aussi à reformuler les colères de vos enfants pour essayer de comprendre et qu'ils puissent eux aussi verbaliser qu'est-ce qui les met là en colère. Ah, tu voulais pas aller à l'école aujourd'hui ou tu voulais mettre les chaussures roses. Bon, d'accord. Mais les chaussures roses, ce sont des sandalettes et là, il fait froid. Regarde, peut-être que tu peux essayer d'aller dehors et voir que si tu mets les sandalettes, tu vas avoir froid aux pieds. Alors, donc, du coup, vraiment, qu'est-ce qu'on peut essayer de mettre en place pour limiter ces colères, pour limiter ces frustrations? Donc là, je vous ai mis une petite diapo avec les différentes méthodes qu'on peut utiliser déjà. Donc sur le cadre, j'y reviendrai tout à l'heure puisque je vais vraiment développer cette partie-là. Vous allez voir que finalement, quand on pose un cadre déjà assez carré, assez clair, ça peut résoudre déjà beaucoup de difficultés. Alors, non, je vais revenir tout de suite. Tu recouperas. Donc l'importance du cadre. Quand je parle de cadre dans l'environnement, c'est de pouvoir poser des règles qui soient stables et qui soient pérennes dans le temps. Ce cadre-là va permettre à l'enfant de connaître aussi un petit peu les limites que vous allez poser dans l'environnement familial. C'est très important parce que lui, l'enfant, quand il naît et puis quand il commence à grandir, il ne sait pas ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, il ne sait pas ce qu'il a le droit de faire ou pas. Et donc, c'est important que vous puissiez venir en fait délimiter son champ d'action. Comme je vous disais, les enfants ont vraiment un besoin de sécurité affective et psychologique, et ce cadre-là va leur permettre de se sentir contenus finalement, et donc d'avoir accès aussi à cette sécurité-là. Comme je vous disais tout à l'heure, l'idée c'est que vos réactions, ils puissent les anticiper, et donc que vous puissiez avoir toujours les mêmes réactions. Donc, ne posez pas forcément beaucoup de règles. Essayez de voir avec le père de l'enfant et puis avec la famille quelles règles vraiment sont très importantes. Sur quoi vraiment vous ne voulez pas déroger. Par exemple,
ça peut être que l'espace du salon, dans certaines familles, est réservé vraiment à un lieu calme, parce que vous, quand vous rentrez du travail, vous êtes fatigué, que vous n'avez pas forcément envie d'avoir du bruit, et que donc tous les jeux un peu bruyants peuvent se faire dans les chambres. Parce que ça va être très déstabilisant pour l'enfant, si par exemple ils font des jeux bruyants dans le salon, qu'un jour vous êtes en pleine forme parce que vous ressortez de vacances et que vous vous sentez très bien, et donc vous laissez faire, et puis finalement après 15 jours de travail vous commencez à être un petit peu fatigué, vous avez eu une journée où il y a eu beaucoup de bruit, et du coup vous rentrez chez vous, il y a beaucoup de bruit en bas et ça vous agresse beaucoup, et là du coup la colère monte et vous leur dites ah non c'est pas possible, et vous haussez le ton. Là, l'enfant ne va pas comprendre parce qu'il y a 15 jours, ils ont fait ça et puis ça se passait très très bien. Donc, essayez de poser, vous, des règles qui correspondent à vos valeurs et qui soient importantes mais stables. Que ce soit toujours la même chose et que du coup, vous puissiez après leur expliquer, bah non, tu sais bien, là vous faites du bruit, pas dans le salon. Si tu veux faire du bruit, est-ce que tu peux aller dans ta chambre s'il te plaît, parce que maman là, ou papa, on est fatigué, on a un peu mal aux oreilles, et du coup on risque de s'énerver. C'est très important. Ce cadre, il a aussi des fonctions, il a aussi certaines fonctions qui sont importantes dans le développement de l'enfant. Premièrement, ça va lui apprendre à gérer sa propre frustration. Ah, oui, j'ai pas le droit de faire du bruit. Mince, bon, alors où est-ce que je peux en faire? Ou comment je peux me débrouiller? Est-ce que je peux essayer de trouver une autre solution? Cette frustration-là, elle est importante puisque dans la vie, on est tous amenés à vivre des moments de frustration. Donc, s'ils apprennent à les gérer jeunes, ce sera plus facile aussi pour eux à l'âge adulte. Il faut que les enfants arrivent à comprendre qu'on vit dans une société et que chaque individu a certains besoins, a certaines envies, et qu'il faut que parfois ces besoins ne sont pas compatibles. Et qu'il faut du coup parfois faire des concessions, apprendre à gérer, ne pas justement devenir un enfant roi. Cette frustration, elle va aussi créer un manque chez l'enfant qu'il va devoir combler. Et donc, il va devoir faire marcher son imagination et sa créativité. Et en faisant marcher son imagination et sa créativité, c'est comme ça aussi que du coup il va pouvoir les développer. Donc c'est très important par exemple que l'ennui, alors les enfants détestent s'ennuyer, mais sachez qu'en tout cas l'ennui a une fonction très importante puisqu'elle va vraiment permettre de développer l'imagination et la créativité chez vos enfants, et c'est extrêmement important. Le cadre, les règles que vous allez poser, eh bien ça a aussi une fonction de socialisation. Je m'explique. Dans la vie, dans la société, nous avons tous des règles, nous sommes tous soumis à des lois qui vont venir nous protéger. Donc les règles que vous posez chez vous, ça va permettre à l'enfant de comprendre que finalement, il y a aussi des règles à l'extérieur. Et donc, ça va lui apprendre aussi un petit peu à s'adapter à son environnement. Et enfin, le cadre a une fonction de repère, encore une fois, toutes les limites que vous allez poser, ça va lui permettre, lui, de se sentir en sécurité, de savoir ce qu'il a le droit de faire, ce qu'il n'a pas le droit de faire, et ça permet, du coup, de délimiter vraiment un espace psychique qui va lui permettre de grandir en sécurité. Bien sûr, les enfants vont forcément, à un moment donné, essayer de contourner la limite, d'essayer de voir si le cadre ne peut pas un petit peu plus s'agrandir. Et dans ces cas-là, vous pouvez bien évidemment, il est très important d'ailleurs que vous puissiez poser une sanction. Selon certains ouvrages, vous entendrez parler de sanction ou de punition. Il y a une légère différence entre les deux. L'idée, c'est que la sanction que vous puissiez poser, la punition que vous puissiez poser, elle puisse être en lien avec la limite qu'il a essayé de franchir, ou avec la règle qu'il n'a pas respectée. Et ça, c'est important de pouvoir les responsabiliser aussi. Si l'enfant casse, par exemple, un objet chez vous, eh bien, il peut aussi ramasser cet objet, passer un petit coup de balai, passer un coup d'aspirateur selon l'âge, mais l'idée, c'est qu'il puisse essayer aussi de réparer. Cette sanction, elle est importante parce qu'elle va aussi faire comprendre à l'enfant que vous tenez à lui. Rien n'est plus horrible pour un enfant que de sentir l'indifférence de son parent. Et ça lui permet aussi, finalement, de se racheter.
Et on vient dire à l'enfant, quand on pose une punition, que vous le punissez, mais parce que aussi vous tenez à lui et que vous faites attention à lui et que vous voulez lui inculquer aussi des valeurs derrière. Et puis, une fois qu'il a réparé sa faute, eh bien c'est bon, ça lui enlève sa culpabilité. Il a fait une bêtise, c'est réparé, on n'en parle plus, le sujet est clos et vous pouvez passer à autre chose. Piaget, qui a un personnage, une personne qui a beaucoup travaillé sur la psychologie du développement de l'enfant, a pu mettre aussi en évidence, par des expérimentations, que les enfants, ils attendent la punition lorsqu'ils ont fait une faute. Ça leur permet vraiment de se dégager de toute culpabilité par rapport à ce qu'ils ont pu faire. Donc bien sûr, ce cadre familial, ces règles que vous allez poser, vous pouvez les assouplir aussi selon l'âge de vos enfants, selon aussi leur comportement, leur nature, leurs besoins, parce que tous les enfants dans une fratrie n'ont pas forcément les mêmes besoins, et ces règles, elles peuvent être adaptées aussi à chacun. Vous pouvez aussi les coécrire, alors pas avec des enfants en dessous de 4-5 ans, puisque encore une fois, ils n'ont pas accès à cette analyse, mais l'idée c'est de pouvoir peut-être écrire quelles sont vos règles ensemble de vie familiale, et que chacun puisse proposer qu'est-ce qui est important pour tout le monde dans cette famille. Et n'hésitez pas, dans ces cas-là, aussi à pouvoir poser dans ce cadre des règles positives, entre guillemets. Par exemple, eh bien, tous les vendredis soirs, nous passons un temps en famille et on fait un jeu de société tous en famille. Ou, eh bien, tous les soirs, papa et maman prendront le temps de vous lire une histoire. C'est très important que les enfants puissent voir que le cadre, que les règles, elles sont aussi parfois agréables à vivre et que tout n'est pas dans la contrainte. D'autant plus que ce temps passé ensemble est important pour le développement de l'enfant et que parfois les crises de colère peuvent aussi venir d'une frustration parce que votre enfant a l'impression de ne pas assez vous voir, de ne pas assez profiter de vous. Donc on est dans une société aujourd'hui où tout va vite, où on est beaucoup sollicité en permanence. Donc l'idée c'est pas que vous passiez 2 heures avec votre enfant tous les jours, mais si vous pouvez avoir un vrai moment de qualité, un quart d'heure, 10 minutes peut-être, où vous coupez votre portable, où les écrans sont éteints, et où vous vous reconnectez vraiment à votre enfant lors d'une douche, d'un bain, d'un jeu, d'une histoire, mais quelque chose où vous êtes pleinement disponible pour lui et pour répondre aussi à ses questions. Il vaut mieux faire 10 minutes tous les jours, mais où vous êtes vraiment pleinement disponible, plutôt que d'être tout le temps avec eux, mais finalement à répondre en même temps à vos messages, et puis à penser à la liste de courses que vous devez faire. Là, c'est pas toujours très efficace. Mieux vaut réduire le temps, passer avec eux, mais que vous soyez pleinement disponible pour eux. Et ça aussi, vous pouvez leur expliquer. Par exemple, si vous avez la tête assez encombrée parce que vous avez plein de choses à faire, n'hésitez pas à leur dire « Attends, je vais noter ma liste de courses, je vais faire la lessive et puis après on prendra un quart d'heure et je pourrai m'occuper de toi. » C'est très important. Donc vous verrez déjà que si déjà vous arrivez à bien structurer cet environnement, si toutes ces limites elles peuvent être claires, que vous êtes en accord aussi avec ça, et bien sûr ces limites elles sont posées en fonction de vos valeurs, vous verrez que déjà ça pourra peut-être limiter certaines colères parce que l'enfant il saura comment réagir. Alors maintenant, je voulais vous parler de quelques outils concrets et qui vont notamment être sur la gestion du temps. Les enfants n'ont pas du tout la même gestion du temps, n'ont pas le même rapport au temps que nous. Les petits ne le comprennent pas et des fois ça peut créer du coup entre le parent et l'enfant une incompréhension et puis du coup générer des colères. Par exemple, peut-être que le matin, vous avez un timing assez serré parce que eh bien, il faut les travailler, il faut les déposer à l'école, il faut d'abord les habiller. Et donc, ce timing serré peut mettre des fois l'enfant un peu en difficulté parce que lui, son petit déjeuner, il a envie de prendre son temps, ou alors il a envie d'aller jouer, etc. Et des fois, c'est compliqué. Alors déjà, la première petite chose des fois qu'il vaut mieux mettre en place, c'est de les réveiller peut-être un peu plus tôt, qui dorment un tout petit peu moins, 10 minutes, un quart d'heure, mais que vous, dans votre timing, vous ayez du coup cette souplesse de pouvoir avoir un grain de sable dans l'engrenage que vous avez. Parce que si vous avez un timing vraiment très serré, à la minute près, alors moi j'ai pu l'expérimenter des fois,
et ben, c'est vrai que le moindre engrenage fait que nous, ça nous met mal, parce qu'on se dit « Ah, ça y est, je vais être en retard, et puis du coup, ça va mal se passer, et puis je vais arriver en retard, et comment je vais faire ?» Donc on les presse, on commence à hausser le ton parce qu'on aimerait qu'ils avancent plus vite, et eux, du coup, et ben, ça les met en pleurs, parce qu'ils comprennent pas trop pourquoi on hausse le ton, et c'est un truc sans fin qui fait qu'on arrive beaucoup plus en retard. Que gagner déjà 10 minutes, ça permet d'avoir une souplesse quand même pour pouvoir aussi les prévenir et puis qu'eux, ils aient un peu plus le temps peut-être pour souffler. Des outils qui sont très pratiques à mettre en place et qu'on pourra essayer de créer aussi lors des ateliers, c'est de mettre en place des routines, la routine du matin, la routine du soir, selon aussi là où ça vous pose problème. Les routines vont permettre à l'enfant de pouvoir structurer son temps du matin et de savoir exactement ce qu'il doit faire. Et il va pouvoir aussi voir ce qui lui reste à faire. Par exemple, la routine du matin peut être, ben voilà, quand on se lève, on prend le petit déjeuner, et puis après on va se brosser les dents, on s'habille, on met les chaussures, et puis peut-être un petit enjeu où on part. Mais se dérouler va le rassurer et va savoir ce qu'il a à faire. Et vous allez pouvoir lui dire, ben regarde, tu en es qu'au petit déjeuner, et il nous reste encore tout ça à faire. Donc, s'il te plaît, est-ce que tu peux un petit peu faire un peu plus vite ? Est-ce que tu penses qu'on aura le temps de tout finir avant l'heure prévue ? Ces routines peuvent les aider et elles peuvent être mises en place avec des tout petits, à partir de 1 an, avec peut-être des photos de l'enfant qui est en train de prendre son petit déjeuner, l'enfant qui se brosse les dents. Et puis après, avec les plus grands, ça peut être juste des schémas et des dessins. Mais comme les petits n'ont pas forcément accès à cette symbolique, la photo est plus adéquate avec les tout petits, 1-2 ans. À partir de 3-4 ans, vous pouvez mettre en place plutôt des dessins, ils vont bien comprendre. Un autre outil vraiment très intéressant pour aider les enfants dans la gestion du temps, c'est ce qu'on appelle le timer. On peut le trouver en version matérielle si vous le commandez sur des sites adaptés. Après, vous pouvez aussi prendre un minuteur, mais je vais vous expliquer un petit peu la différence et vous verrez. Ou sinon, on peut aussi télécharger des applications sur téléphone, sur tablette, qui sont très pratiques. Là, c'est Kids Timer. C'est une application gratuite. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que vous allez pouvoir visualiser, l'enfant va pouvoir visualiser le temps qui passe. Par exemple, vous lui dites, ben voilà, tu te brosses les dents en 2 minutes. Et alors, je vous montre bien. Là, en fait, le temps va découler. Et alors, vous verrez peut-être pas assez bien sur la vidéo, mais en dessous, en fait, on voit encore un petit peu de jaune. Ce qui fait que l'enfant sait de quel point il est parti, il sait vers quoi il va arriver, et puis il voit le temps découler. Donc ça, vraiment, je trouve que c'est un outil qui est formidable parce qu'il peut servir à énormément de choses, et en plus, on peut l'avoir de manière à peu près ludique. Par exemple, alors, hop, on a 6 minutes, et en 6 minutes, il faut qu'on ait brossé les dents et que l'on soit habillé. Est-ce que tu penses qu'on peut y arriver avant qu'il n'y ait plus de bleu ? Et vous pouvez en mettre comme ça en place des petits défis avec les enfants, des petites courses sous forme de jeu, et c'est du coup bien plus facile pour les enfants à prendre en compte. Parfois aussi, un autre moment où ça peut être compliqué pour les enfants, c'est l'heure de passer à table, parce que des fois ils sont pris en plein dans leur jeu, et puis quand on leur dit il faut qu'on mange et c'est maintenant, l'enfant est pris dans son jeu, il n'a pas du tout le temps de finir son histoire, donc il n'a pas envie, et puis ça peut partir là encore avec des crises. Donc là, vous pouvez passer sur l'autre gestion qui est, vous avez sur ce timer-là en tout cas, soit 12 minutes, soit 1 heure. Et là, vous pouvez lui dire, voilà, moi je vais faire à manger, et puis dans 15 minutes, on va manger, il faudra que tu viennes à table. Ce qui fait que vous posez ça dans la chambre de l'enfant. C'est pour ça que des fois, c'est bien de l'avoir aussi un petit peu en version matérielle. Et l'enfant, à lui de gérer après son temps. Il sait que quand le temps sera écoulé, ce sera l'heure de manger. Alors effectivement, les premières fois, ça va peut-être pas forcément fonctionner, mais vous, après, vous pouvez vous appuyer dessus en lui disant, oui, mais tu vois, on avait dit que quand le temps était fini, c'était l'heure de manger. Donc la prochaine fois, peut-être que tu pourras t'organiser différemment. Et donc ça peut être pratique pour délimiter le temps de jeu, délimiter le temps d'écran, ou aussi lui dire, voilà, là moi je fais la cuisine pendant un quart d'heure, vous lui remettez le timer, et puis après, je m'occupe de toi, donc là l'enfant il va pouvoir vérifier. Ou si vous avez besoin de vous concentrer peut-être 10 minutes et qu'il vient tout le temps vous interpeller et vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez, vous pouvez lui dire, voilà, pendant 10 minutes s'il te plaît, tu ne viens pas me voir, et puis par contre après on pourra. Donc c'est vraiment un outil qui permet de gérer le temps et d'apprendre le temps qui passe. Pour les petits, ça fonctionne très bien. Bien sûr, quand ils sont plus grands et qu'ils ont accès à l'heure,
utiliser plutôt les montres et les pendules. Ça gagne aussi en autonomie et en responsabilité. Mais pour les enfants qui ne savent pas lire l'heure, vraiment le timer, c'est vraiment un outil, je trouve, qui permet de réguler beaucoup finalement de situations conflictuelles parce que on montre à l'enfant le temps qui passe et lui, il va savoir. Comme je vous disais aussi, les enfants, ils peuvent avoir besoin de repères et de sécurité. Et là où des fois il y a des conflits, c'est que finalement, ils ne savent pas comment va se passer leur journée. Donc vous pouvez avoir aussi un planning de la journée. Et bien voilà, on se lève, on va à l'école, tu manges à la cantine, je viens te chercher et puis après il y a la soirée. Ou alors, quand ça passe sur une semaine, et bien voilà, à quel jour tu vas manger à la cantine? Quel jour tu rentres manger à la maison? Ça, vous pouvez lui mettre un petit semainier si votre planning est régulier. Et ça va permettre aussi à l'enfant de savoir un petit peu où il est situé sur sa semaine. Ça, c'est aussi des choses que j'amènerai en atelier. Vous pourrez voir un peu concrètement comment on peut les mettre en place. Mais vous pouvez aussi les fabriquer vous-même avec des systèmes de flèches pour qu'ils sachent si on est lundi, mardi, mercredi. Puis si vous avez un planning qui change, vous pouvez le faire avec lui le dimanche soir et lui dire voilà, la semaine prochaine, le lundi et le mardi tu auras garderie, mais pas jeudi et vendredi, c'est moi qui t'emmène à l'école. Et avec un système, encore une fois, d'images ou alors d'autocollants, l'enfant, lui, il va pouvoir voir sa semaine et il va savoir précisément ce qui va se passer, quand est-ce qu'il va pouvoir manger à la cantine, quand est-ce que vous allez pouvoir le récupérer, qui vient le chercher à l'école, qui l'emmène. Et ça a quelque chose de très sécurisant pour l'enfant. Vous avez aussi, du coup, les roues des jours, qui peuvent leur apprendre aussi, à nouveau, quel jour on est. Là aussi, moi par exemple, c'est celle qu'on utilisait à la maison, on mettait un autocollant parce que pour mon fils, ce qui était important, c'était de savoir qui venait le chercher. Donc ça pouvait lui permettre de savoir si c'était papa, si c'était la nourrice ou si c'était maman. Ça, c'était quelque chose dont il avait besoin quand il partait à l'école. Et là, visuellement, il avait l'information. Et puis en plus, il trouvait ça très sympa, et il le trouve toujours d'ailleurs, de pouvoir après changer ses trous. Et donc après, on peut même venir compléter avec des calendriers. Alors les calendriers, voyez ce qui est le plus facile pour votre enfant parce que il existe plusieurs façons de faire. Vous pouvez avoir un calendrier linéaire où là c'est plus facile parce qu'une fois que le jour est barré, on passe à celui d'après. Ces calendriers-là, il faut plus les accompagner puisque effectivement, c'est pas facile de savoir qu'après il faut revenir à la ligne d'en dessous. C'est un côté un petit peu plus difficile, mais si vous les accompagnez, encore une fois, ils arrivent à s'en sortir. Et là, vous pouvez du coup, vous voyez, reprendre les couleurs des bonnes journées et puis mettre peut-être les éléments particuliers. Tiens, samedi, il y a l'anniversaire de papa et puis vous mettez une petite gommette d'anniversaire. Et puis après, vous pouvez aussi mettre que le mercredi, il y a cantine ou pas cantine. Mettez avec lui les informations que l'enfant va trouver importantes et puis ça lui permet vraiment d'anticiper, de savoir. Et ça a quelque chose, encore une fois, de sécurisant parce qu'il voit ce qui va se passer. Si vous ne voulez pas utiliser le calendrier, Maria Montessori a aussi mis en place une frise chronologique. Elle est vraiment très intéressante parce que c'est une frise perpétuelle. Par contre, et puis du coup, elle est linéaire. Donc on sait que quand c'est barré, on passe à la case d'après. Ça a quelque chose de plus facile à mettre en place pour les enfants. Par contre, chez vous, ça vous demande beaucoup de place puisque, à nouveau, comme cette frise est linéaire, et qu'il faut y mettre les 12 mois de l'année, ça peut prendre un petit peu de place dans la partie du salon. C'est pour ça que moi j'avais opté après pour des calendriers avec des systèmes de gommettes. Voilà, mais ça peut être des semainiers. Là encore, voyez ce qui est le plus simple pour vous. En atelier, je vous ramènerai plusieurs outils de gestion du temps et puis à vous de leur adapter aussi selon vos besoins et puis selon les besoins de l'enfant. Un enfant qui a 2 ans n'a peut-être pas besoin d'un planning au mois pour savoir ce qu'il va faire. Peut-être que déjà sur la semaine, voire sur la journée, c'est suffisant pour lui et ça va suffisamment le rassurer. Donc vraiment, vous verrez que si déjà vous mettez en place des outils temporels, et finalement des fois, ça peut déjà aussi éviter de nombreuses colères et de frustrations parce qu'il y a vraiment cette idée d'anticipation et où l'enfant voit ce qui va se passer, comprend comment la journée va se dérouler. Et donc, c'est très rassurant pour lui. Et enfin, du coup, si malgré tout ça, et vous en aurez, la crise est là, eh bien, quand la crise est là, il n'y a pas grand-chose à faire.
Je ne sais pas si vous avez déjà testé aussi sur vous, mais lorsqu'on est très en colère et que quelqu'un d'autre se met aussi soit très en colère, soit essaye de nous raisonner, en général ça ne fonctionne pas du tout. Et à nouveau, encore une fois, nous on a pourtant cette capacité d'analyser ce qui est en train de se passer. Les enfants, pas du tout. Donc quand ils vivent une émotion très forte, ils sont vraiment complètement pris dedans. Et donc essayer de les raisonner sur le moment, ça ne sert à rien. Encore une fois, ça ne veut pas dire que vous devez accepter et que vous tolérez ce comportement, mais en tout cas, sur le moment, la seule chose à faire, c'est d'essayer de mettre l'enfant en sécurité. Éventuellement, encore une fois, voyez selon comment sont vos enfants, vous pouvez malgré tout le prendre dans vos bras pour le contenir un petit peu et de pouvoir lui amener une contenance physique, une limite aussi pour contenir sa colère. Ça peut être très important. Vous pouvez aussi lui dire, écoute, là tu es vraiment très en colère, tu vas dans ta chambre, tu as le droit de taper sur un coussin, tu as le droit de te calmer, fais quelque chose qui va t'aider, vous pouvez après voir avec lui, peut-être que faire un dessin ça peut l'apaiser, peut-être que de respirer, on verra aussi en atelier quelques exercices de respiration, peut-être que de respirer ça l'apaisera, mais peut-être qu'il aura juste besoin de crier et de taper dans un coussin. Auquel cas, s'il est dans sa chambre, c'est son espace, vous pouvez avoir un coussin dédié, et du coup, c'est un comportement qui sera finalement adapté puisque ce sera dans son espace, et là, c'est pas à la vue de tout le monde. Et puis, il y a des enfants où, vraiment, je sais que par exemple, mes deux enfants ne réagissent pas du tout pareil. Mon fils peut très bien gérer sa colère dans sa chambre tout seul, il l'extériorise, il peut crier beaucoup, et puis après, se concentrer sur des Lego ou des Playmobil, et puis se remettre dans sa bulle. Ma fille, elle ne peut pas rester toute seule quand elle est en colère, c'est très très difficile. Ce qui la canalise beaucoup, c'est cette contenance physique qui vient probablement la rassurer. Et ensuite, lorsque l'enfant est apaisé, là, vous pouvez reparler de ce qui s'est passé. Là, vous pouvez dire que vous n'êtes pas d'accord avec ce comportement-là. Et que c'est pas parce que vous avez fait un gros câlin que vous tolérez un comportement vraiment déviant. Est-ce que, après ça dépend aussi de ce qui s'est passé, est-ce qu'il a tapé son frère, est-ce que c'était juste parce qu'elle s'est sentie dépassée. Mais en tout cas, l'idée c'est que quand la colère est là, de toute façon, le mieux encore une fois, comme dans toutes les situations, c'est d'essayer de garder son calme au maximum et puis de les accompagner au mieux, mais en tout cas verbalement, sachez que vous ne pourrez pas raisonner votre enfant, et que si vous criez aussi, il risque d'y avoir une certaine escalade. Ou alors ça peut créer de la peur aussi chez les enfants, et qui n'est pas toujours du coup non plus la meilleure solution. Mais à nouveau, c'est vous qui connaissez votre enfant, c'est vous qui savez aussi un petit peu avec le temps ce dont il a besoin, ce qui peut le calmer ou pas, et donc restez aussi assez connecté à ce qui se passe et à la relation que vous avez. Vous êtes les mieux placés pour savoir ce dont votre enfant a besoin. Cette conférence est finie pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura quand même donné quelques informations de base sur ce qui se passe chez vos enfants. Sachez qu'en atelier, on pourra revenir et je pourrai répondre à vos questions pour pouvoir aller un petit peu plus loin et puis aussi m'adapter au mieux à ce que vous vivez. Puisque là, je ne sais pas si votre enfant a 3 ans, 8 ans, ce qui se passe. Donc l'idée c'est de pouvoir aussi se rencontrer pour qu'on puisse en échanger. Et puis lors des ateliers, je vous représenterai aussi d'autres outils qui peuvent être utiles. Mais n'hésitez pas à essayer de mettre en place ceux que j'ai pu vous présenter aujourd'hui. Comme ça, lors de l'atelier, on pourra avoir un retour, si ça vous a aidé, si ça vous a pas aidé, comment on peut essayer de les compléter, est-ce qu'ils n'étaient pas du tout efficaces, et puis on pourra aussi échanger dessus. On fera aussi plusieurs ateliers parents-enfants, on pourra recréer du lien aussi, il y aura des jeux, il y aura des livres. Voilà, cet atelier durant 4 heures après, le temps sera bien découpé de manière à ce que ça puisse être aussi une façon très ludique de pouvoir aborder les émotions chez vos enfants. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.